L'année de mes 90 ans, j'ai voulu m'offrir une folle nuit d'amour avec une adolescente vierge. Je me suis souvenu de Rosa Cabarca, la patronne d'une maison close qui avait pour habitude de prévenir ses bons clients lorsqu'elle avait une nouveauté disponible. Je n'avais jamais succombé à une telle invitation, ni à aucune de ces nombreuses tentations obscènes, mais elle ne croyait pas à la pureté de mes principes. La morale aussi est une affaire de temps, disait-elle, avec un sourire malicieux. Tu verras. Elle était un peu plus jeune que moi, et je ne savais rien d'elle depuis tant d'années qu'elle aurait pu aussi bien être morte. Pourtant, au premier halo, j'ai reconnu la voix au bout du fil, et j'ai déclaré sans préambule « Aujourd'hui, oui ». Ah, mon pauvre vieux, a-t-elle soupiré, tu disparais pendant 20 ans, et tu ne reviens que pour demander l'impossible. Retrouvant aussitôt la maîtrise de sa profession, elle m'a fait une demi-douzaine de propositions délicieuses, mais il faut bien le dire, toutes de seconde main. Je lui ai dit non, que ce devait être une pucelle et pour le soir même. Inquiète, elle m'a demandé « Que veux-tu te prouver ?»« Rien, ai-je répondu, piqué au vif. Je sais très bien ce que je peux et ce que je ne peux pas. » Impassible, elle a répliqué que les vieux savent tout, sauf ce qu'ils ne savent pas. Il ne reste de vierges en ce monde que ceux qui, comme toi, sont nés au mois d'août. Pourquoi ne m'as-tu pas passé ta commande plus tôt ? L'inspiration ne prévient pas, ai-je répondu. Mais elle attend peut-être, a-t-elle rétorqué, comme toujours plus avisée que les hommes. Et elle m'a demandé au moins 2 jours pour passer le marché au crible. Très sérieux, j'ai déclaré que dans une affaire comme celle-ci, à mon âge, chaque heure est une année. Alors c'est impossible, a-t-elle dit sans l'ombre d'une hésitation. Mais peu importe, c'est plus excitant comme ça, nom de Dieu. Je te rappelle dans 1 heure. Inutile de le dire, car on le voit à des kilomètres, je suis laid, timide et anachronique. Mais à force de ne pas vouloir le reconnaître, j'ai fini par simuler tout le contraire. Jusqu'à aujourd'hui, où j'ai décidé de ma propre volonté de me livrer tel que je suis, ne serait-ce que pour soulager ma conscience. J'ai commencé par ce coup de téléphone insolite à Rosa Cabarca, parce qu'avec le recul, je vois bien à présent qu'il a marqué le début d'une nouvelle vie, à un âge où la plupart des mortels sont morts. J'habite une maison coloniale sur la bordure ensoleillée du parc San Nicolas, où j'ai passé tous les jours de ma vie sans femme ni fortune, où mes parents ont vécu et trépassé, et où j'ai l'intention de mourir dans le lit où je suis né, seul, et un jour que je voudrais lointain et indolore. Mon père l'avait acheté dans une vente aux enchères à la fin du XIXe siècle, avait loué le rez-de-chaussée à un groupe d'Italiens qui l'ont transformé en magasin de luxe, et s'était réservé l'étage pour vivre heureux avec la fille de l'un d'entre eux, Florentina de Dios Cargamento, interprète remarquable de Mozart, polyglotte et garibaldienne, la femme la plus belle et la plus talentueuse que la ville ait jamais connue, ma mère. La maison est grande et lumineuse, avec des arcades en stuc, des sols dallés de mosaïques florentines et 4 portes-fenêtres donnant sur un long balcon où ma mère s'asseyait les soirs de mars pour chanter des arias d'amour avec ses cousines italiennes. De là, on voit le parc San Nicolas avec la cathédrale et la statue de Christophe Colomb, et plus loin les docks du port fluvial et le vaste horizon du Magdalena, encore à 20 lieues de son estuaire. Tout ce que la maison a d'ingrat, c'est le soleil qui, au fil de la journée, change de fenêtre qu'il faut toutes fermer si l'on veut faire la sieste dans la pénombre ardente. À 32 ans, quand je suis resté seul, je me suis installé dans ce qui avait été la chambre de mes parents. J'ai fait percer une porte donnant sur la bibliothèque et j'ai commencé à vendre à l'encan tout ce qui ne m'était pas indispensable pour vivre, c'est-à-dire presque tout, sauf les livres et le pianola à rouleau. Pendant 40 ans, j'ai été bâtonneur de dépêches au Diario de la Paz, ce qui consistait à reconstruire et à compléter en prose locale les nouvelles du monde que nous attrapions au vol dans l'espace sidéral, sur les ondes courtes ou en morse. Aujourd'hui, je vis tant bien que mal grâce à ma retraite de ce métier disparu. Je vis moins bien de celle de professeur de grammaire espagnole et latine, à peine de la chronique dominicale que j'écris sans relâche depuis plus d'un demi-siècle, et pas du tout des gazettes musicales ou théâtrales que l'on me fait la grâce de publier toutes les fois que se produisent des interprètes célèbres. Je n'ai jamais rien fait d'autre qu'écrire,
mais je n'ai ni la vocation ni le talent d'un narrateur. J'ignore tout des règles de la composition dramatique, et si je me suis embarqué dans cette entreprise, c'est parce que je m'en remets à la lumière de tout ce que j'ai lu dans ma vie. Pour parler cru, je dirais que je suis un chien de race sans mérite ni lustre, qui n'a rien à léguer à sa descendance hormis les faits que je me propose de relater, comme je le peux, dans ce mémoire de mon grand amour. Le jour de mes 90 ans, je me suis réveillé à 5 heures du matin, comme toujours. Ma seule obligation, puisqu'on était vendredi, était d'écrire l'article portant ma signature que El Diario de la Paz publie chaque dimanche. À l'aube, tous les symptômes s'étaient ligués pour m'empêcher d'être heureux. Les os me faisaient mal depuis le milieu de la nuit. J'avais le cul en feu, et des roulements de tonnerre annonçaient un orage après 3 mois de sécheresse. Je me suis lavé pendant que le café passait. J'en ai bu une tasse, sucrée avec du miel, et accompagnée de 2 galettes de maïs. Et j'ai enfilé la salopette en toile que je porte à la maison. Le sujet de l'article de ce jour-là était, bien sûr, mes 90 ans. Je n'ai jamais songé à l'âge comme à l'eau qui goutte d'un toit et nous indique le temps qu'il nous reste à vivre. Dès ma plus tendre enfance, j'ai entendu dire que, lorsque quelqu'un meurt, l'époux que couvent ses cheveux s'enfuit terrorisé sur les oreillers, à la grande honte de la famille. J'en ai tiré une telle leçon que je me suis laissé tondre comme un œuf pour aller à l'école, et aujourd'hui encore, je saupoudre les quelques mèches qui me restent avec de la Marie-Rose. Ce qui signifie, me dis-je à présent, que dès mon plus jeune âge, le sentiment de la pudeur devant les autres l'a emporté sur celui de la mort. Depuis plusieurs mois, j'avais prévu que ma chronique à propos de mon anniversaire ne serait pas les lamentations de rigueur sur les années enfuies, mais tout le contraire, une glorification de la vieillesse. J'ai commencé par me demander quand j'avais eu conscience d'être vieux, et il m'a semblé que c'était très peu de temps avant ce jour mémorable, à l'âge de 42 ans. J'étais allé consulter un médecin pour une douleur dans le dos qui m'empêchait de respirer. Il n'y avait pas accordé d'importance. C'est une douleur normale à votre âge. Dans ce cas, lui avais-je répondu, ce qui n'est pas normal, c'est mon âge. Le médecin m'avait adressé un sourire de compassion en me disant « Je vois que vous êtes philosophe ». C'était la première fois que j'associais mon âge à la vieillesse, mais je n'ai pas tardé à l'oublier. Je me suis habitué à me réveiller chaque matin avec une douleur différente qui changeait de place et de forme à mesure que les années passaient. Parfois je croyais sentir la patte griffue de la mort, mais le lendemain elle avait disparu. Vers cette époque, j'avais entendu dire que le premier symptôme de la vieillesse, c'est quand on commence à ressembler à son père. Je dois être condamné à une jeunesse éternelle, avais-je alors pensé, parce que mon profil chevalin ne ressemblera jamais à celui de pur Caraïbe de mon père, ni à celui, impérial et romain, de ma mère. En vérité, les premiers changements sont si lents qu'on les remarque à peine. On continue à se voir de l'intérieur tel qu'on a toujours été, alors que les autres le découvrent de l'extérieur. Dans la cinquantaine, alors que je me représentais à peine ce qu'est la vieillesse, j'ai constaté mes premiers trous de mémoire. J'arpentais la maison à la recherche de mes lunettes et je découvrais que je les avais sur le nez, ou je les portais sous la douche, ou je mettais celles pour voir de près sans ôter celles pour voir de loin. Un jour, j'ai pris 2 petits déjeuners parce que j'avais oublié le premier, puis j'ai appris à discerner l'inquiétude de mes amis qui n'osaient pas me dire que je leur racontais la même histoire que la semaine précédente. J'avais alors en tête une liste de visages connus et une autre avec les noms de chacun, mais au moment de saluer, je ne parvenais pas à faire coïncider les visages et les noms. Mon âge sexuel ne m'a jamais inquiété, parce que ma vigueur dépendait moins de moi que d'elles, et qu'elles savent le comment et le pourquoi quand elles veulent. Aujourd'hui, je ris des gamins de 80 ans qui vont consulter le médecin, affolés par ses tressaillements, sans savoir qu'à 90 ans, c'est pire. Mais qu'importe. Ce sont les inconvénients d'être toujours en vie. En revanche, que les vieux perdent la mémoire des choses qui ne sont pas essentielles et gardent presque toujours celle des choses qui les intéressent le plus est une victoire de la vie. Cicéron l'a illustré d'un trait de plume. Il n'est point d'ancien qui n'oublie où il a caché son trésor. Sur ces réflexions et quelques autres encore, j'avais achevé un premier brouillon de ma note quand le soleil d'août a jailli entre les amandiers du parc
et que le bateau fluvial de la poste, en retard d'une semaine à cause de la sécheresse, est entré en mugissant dans le chenal du port. J'ai pensé, voilà mes 90 ans qui arrivent. Je ne saurai jamais, et ne prétends pas savoir pourquoi, c'est comme envoûté par cette évocation terrifiante que j'ai décidé de téléphoner à Rosa Cabarca, afin qu'elle m'aide à célébrer mon anniversaire par une nuit de libertinage. Je vivais depuis des années dans une sainte paix avec mon corps, me consacrant à la relecture erratique de mes classiques et à mes programmes personnels de musique, mais le désir que j'ai éprouvé ce jour-là était si impérieux que j'ai cru à un message de Dieu. Après cet appel, je n'ai pu continuer à écrire. J'ai accroché le hamac dans un coin de la bibliothèque où le soleil n'entre pas le matin et m'y suis écroulé, la poitrine oppressée par l'angoisse de l'attente. J'ai été l'enfant docile d'une mère aux multiples dons, emporté à 50 ans par la phtisie, et d'un père formaliste que nul n'a jamais vu commettre une erreur. Mort dans son lit de veuf le jour où la signature du traité de Hollande a mis fin à la guerre des 1000 jours et à tant d'autres guerres du siècle précédent. La paix a changé la ville en quelque chose que l'on n'avait ni prévu ni souhaité. Une foule de femmes libres ont enrichi jusqu'au délire les vieilles cantines de la rue Ancha, appelée plus tard promenade Abello, et aujourd'hui Paseo Colonne. Dans cette ville chère à mon âme, et si appréciée des autochtones et des étrangers à cause des bonnes manières de ses habitants et de la pureté de sa lumière. Je n'ai jamais couché avec une femme sans la payer, et les quelques-unes qui n'étaient pas du métier, je les ai convaincues de prendre l'argent de gré ou de force, même si c'était pour le jeter à la poubelle. À 20 ans, j'ai commencé à dresser une liste avec leurs noms, leur âge, le lieu et un bref récapitulatif des circonstances et de l'exécution. Quand j'ai eu 50 ans, elle contenait 514 noms de femmes avec lesquelles j'avais couché au moins une fois. J'ai arrêté de remplir la liste quand mon corps n'y a plus suffi et que je n'ai plus eu besoin de papier pour tenir mes comptes. J'avais ma propre éthique. Je n'ai jamais participé à des réjouissances de groupe, ni affiché de liaison sur la place publique, pas plus que je n'ai confié de secrets, ni raconté une seule aventure de mon corps ou de mon âme, car très jeune, j'ai compris qu'aucune ne reste impunie. La seule relation singulière a été celle que j'ai entretenue pendant des années avec la fidèle Damiana. C'était presque une enfant, forte, farouche, aux traits indiens, qui parlait peu et bien, et qui se déplaçait pieds nus pour ne pas me déranger pendant que j'écrivais. Je me souviens que je lisais La Belle Andalouse dans le hamac de la galerie, quand je l'ai vue par hasard penchée au-dessus du lavoir, avec une jupe si courte qu'elle découvrait la succulence de ses courbes. Pris d'une fièvre irrésistible, je la lui ai relevée. J'ai baissé sa culotte jusqu'au genou et je l'ai prise par derrière. « Aïe, monsieur !» a-t-elle dit dans une plainte lugubre. « C'est pas une entrée, ça, mais une sortie !» Un tremblement profond a secoué son corps, mais elle a tenu bon. Humilié de l'avoir humiliée, j'ai voulu la payer le double de ce que coûtaient les plus chers de l'époque. Mais elle n'a pas accepté un sou, et j'ai dû augmenter son salaire du prix d'une saillie par mois, toujours quand elle lavait le linge, et toujours dans le mauvais sens. J'ai pensé quelquefois que le conte de mes coucheries ferait une bonne introduction au récit des misères de ma vie dissolue, et le titre m'est tombé du ciel. Mémoire de mes putains tristes. Ma vie publique, en revanche, manquait d'intérêt. Orphelin de père et de mère, célibataire sans avenir, journaliste médiocre, 4 fois finaliste des Jeux floraux de Carthagène des Indes et favori des caricatures pour ma laideur exemplaire, c'est-à-dire une vie gâchée qui a mal commencé le soir où, quand j'avais 19 ans, ma mère m'avait pris par la main pour voir si elle pourrait faire publier dans El Diario de la Paz une chronique de la vie scolaire que j'avais écrite en classe d'espagnol et de rhétorique. Elle a paru le dimanche suivant, accompagnée d'un exorde plein d'espoir du directeur. Des années plus tard, quand j'ai appris que ma mère avait payé la publication et les 7 qui ont suivi, il était déjà trop tard pour que j'en éprouve de la honte, car ma colonne hebdomadaire volait de ses propres ailes et j'étais en outre bâtonneur de dépêches et critique musicale. Après avoir obtenu mon baccalauréat avec mention très bien, j'ai commencé à donner des cours de latin et d'espagnol dans 3 collèges publics en même temps. J'ai été un mauvais maître, sans formation, sans vocation
et sans compassion aucune pour ces pauvres enfants qui considéraient l'école comme le moyen le plus facile d'échapper à la tyrannie de leurs parents. La seule chose que j'ai pu faire pour eux a été de les maintenir sous la terreur de ma règle de bois, afin qu'ils retiennent au moins de moi ce poème choisi. Ce que tu vois à présent, Fabio, ô douleur, étendue désolée, crête mélancolique, fut jadis l'Italie glorieuse. Ce n'est que dans ma vieillesse que j'ai appris par hasard le méchant surnom que mes élèves me donnaient à mon insu. Professeur crétin mélancolique. C'est tout ce que m'a donné la vie, et je n'ai rien fait pour en obtenir plus. Je déjeunais seul entre deux cours, et à 6 heures j'entrais à la rédaction du journal pour capter les signaux de l'espace sidéral. À 11 heures du soir, au moment du bouclage, ma vraie vie commençait. Je dormais dans le barrio chino, pour 2 ou 3 fois par semaine, en changeant si souvent de compagnie que j'ai été couronné à 2 reprises client de l'année. Après avoir dîné au café Roma, je choisissais un bordel au hasard et entrais à la dérobée par la porte de derrière. Je l'empruntais par plaisir, mais cela a fini par faire partie de mon métier grâce à la langue bien pendue des grands Manitou de la politique qui dévoilaient les secrets d'État à leur amante d'une nuit, sans imaginer que l'opinion publique les écoutait à travers les cloisons de carton. C'est ainsi, et oui, que j'ai découvert qu'on attribuait mon célibat inconsolable à une pédérastie nocturne qui se repaissait de petits orphelins de la rue du crime. J'ai eu la chance de l'oublier. Je n'ai jamais eu de grands amis, et les quelques-uns qui m'étaient proches sont à New York, c'est-à-dire morts, car c'est là, je suppose, que vont les âmes en peine incapables d'assumer la vérité de leur vie passée. Depuis que je suis à la retraite, j'ai peu à faire, à part porter mes articles au journal le vendredi après-midi ou remplir quelques devoirs d'un certain prestige. Concert au théâtre de Bella Sarté, exposition de peinture au centre artistique, dont je suis membre fondateur, 1 ou 2 conférences à la Société de Majoras Publicas, ou un grand événement comme la saison Fabregas au théâtre Apollo. Dans ma jeunesse, j'allais aux séances de cinéma en plein air, où l'on pouvait être surpris par une éclipse de lune aussi bien que par une averse intempestive suivie d'une double pneumonie. Plus que les films, c'étaient les oiselles de nuit qui m'intéressaient, car elles couchaient ou gratis ou à crédit, ou pour le prix d'une entrée. En réalité, le cinéma n'est pas ma tasse de thé. Le culte obscène de Shirley Temple a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour tout voyage, je ne suis allé que 4 fois aux Jeux floraux de Carthagène des Indes avant mes 30 ans, et j'ai passé une nuit épouvantable dans un bateau moteur, invité par Sacramento Montiel à l'inauguration d'un de ses bordels à Santa Marta. Quant à ma vie domestique, je mange peu et suis facile à contenter. Lorsque Damiana est devenue vieille, plus personne n'a fait la cuisine à la maison, et mon seul repas régulier consiste depuis lors en une omelette aux pommes de terre au café Roma, après le bouclage du journal. C'est ainsi qu'à la veille de mes 90 ans, je n'ai pas déjeuné, et que dans l'attente des nouvelles de Rosa Cabarca, je n'ai pu me concentrer sur ma lecture. Les cigales chantaient en crevé dans la chaleur des 2 heures de l'après-midi, et les passages du soleil par la fenêtre ouverte m'ont forcé à changer 3 fois le hamac de place. Il m'avait toujours semblé que le jour de mon anniversaire était parmi les plus chauds de l'année, et je m'étais habitué à le supporter. Mais ce jour-là, le cœur n'y était pas. À 4 heures, j'ai tenté de me calmer avec les suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach dans la version définitive de Don Pablo Casals. Elles sont, à mon avis, ce que la musique classique a de plus savant, mais au lieu de m'apaiser comme de coutume, elles m'ont laissé dans un état de prostration de la pire espèce. Je me suis endormi en écoutant la seconde, que je trouve un peu indolente, et j'ai confondu dans mon rêve la plainte du violoncelle avec celle d'un bateau triste en partance. Presque au même instant, le téléphone m'a réveillé, et la voix éraillée de Rosa Cabarca m'a rendu à la vie. « Tu as une chance de cocu, a-t-elle dit. J'ai trouvé une môme encore mieux que ce que tu voulais. Mais il y a un hic. Elle a à peine 14 ans. Ça m'est égal de changer des couches, ai-je plaisanté, sans comprendre ses sous-entendus. Je dis pas ça pour toi, mais pour moi, a-t-elle rétorqué. Qui paiera les 3 ans de prison? Personne, bien sûr, et surtout pas elle. Elle choisissait parmi les mineurs qui venaient faire commerce de leur charme dans sa boutique, et elle les instruisait, et les pressurait jusqu'à ce que, diplômée en putasserie,
elles entrent dans la pire des vies au bordel historique d'Euphémia-la-Noire. Elle n'avait jamais payé une amende parce que sa maison était l'Arcadie des autorités locales, depuis le gouverneur jusqu'au dernier fripon de la mairie. Et il était inimaginable que la patronne n'eût pas tous les pouvoirs pour commettre des délits à sa guise. De sorte que ses scrupules de dernière heure ne devaient lui servir qu'à tirer avantage de ses services. D'autant plus cher qu'ils étaient plus répréhensibles. Le différend s'est réglé par une augmentation de 2 pesos pour le service, et nous sommes convenus que le soir même, à 10 heures, je serai chez elle avec une avance de 5 pesos en liquide. Pas une minute plus tôt, car la petite devait faire manger ses frères, les mettre au lit et coucher sa mère percluse de rhumatisme. J'avais 4 heures devant moi. À mesure qu'elle s'écoulait, mon cœur se gonflait d'une écume acide qui m'empêchait de respirer. J'ai fait un effort stérile pour passer le temps en accomplissant les formalités de ma toilette. Rien de nouveau, il est vrai, puisque même Damiana dit que je m'habille avec le rituel d'un évêque. Je me suis coupé avec mon rasoir à main. J'ai dû attendre que l'eau de la douche refroidisse dans le tuyau chauffé par le soleil, et le simple effort de me sécher avec la serviette m'a fait transpirer de nouveau. J'ai mis des vêtements adaptés à mon aventure nocturne. Costume de lin blanc, chemise à rayures bleues au col durci par l'empesage, cravate en soie de Chine, bottines ravivées au blanc de zinc et montre en or fin avec sa chaîne attachée à la boutonnière. À la fin, j'ai replié l'ourlet des jambes du pantalon pour qu'on ne remarque pas que j'avais rapetissé de plusieurs pouces. J'ai une réputation de pingre car personne ne peut imaginer que je sois si pauvre en habitant là où j'habite. Et il est vrai qu'une nuit comme celle-là était très au-dessus de mes moyens. Du coffre de mes économies glissées sous le lit, j'ai retiré 2 pesos pour la chambre, 4 pour la patronne, 3 pour la petite, et 5 que je réservais pour mon dîner et autres menus dépenses. Soit les 14 pesos que le journal me paye pour un mois de chronique dominicale. Je les ai cachés dans la poche secrète de ma ceinture, et je me suis parfumé avec le vaporisateur d'eau de Floride de Laman et Kemp Barclay & Company. Alors, pris d'une terreur panique, au premier coup de 8 heures, j'ai descendu à tâtons l'escalier plongé dans l'obscurité, suant de peur, et je suis sorti dans la nuit radieuse de mes expectatives. Le temps s'est rafraîchi. Sur le Paseo Colón, les groupes d'hommes discutaient de football à grands cris entre les taxis à l'arrêt en file indienne au milieu de la chaussée. Une fanfare jouait une valse langoureuse sous les gliricidias en fleurs de la promenade. Une des petites putes misérables qui chassent les clients occasionnels dans la rue des Notaires m'a demandé comme d'habitude une cigarette, et je lui ai répondu comme toujours « J'ai arrêté de fumer il y a aujourd'hui 33 ans, 2 mois et 17 jours. » En passant devant El Alambre del Oro, je me suis contemplé dans les vitrines illuminées, et je ne me suis pas vu tel que je me sentais, mais plus vieux et plus mal vêtu. Peu avant 10 heures, j'ai hélé un taxi et demandé au chauffeur de me conduire au cimetière Universal, pour qu'il ne sache pas où j'allais en réalité. Il m'a jeté un regard amusé dans le rétroviseur et m'a dit « Vous avez failli me faire peur, grand-père. J'espère que Dieu me gardera en aussi bonne forme que vous. » Nous sommes descendus ensemble devant le cimetière, car il n'avait pas de monnaie, et nous avons dû en faire à la Tumba, une cantine indigente où les ivrognes du petit matin viennent pleurer leur mort. Une fois la course réglée, le chauffeur m'a dit, très sérieux, « Faites attention, monsieur, la maison de Rosa Cabarca n'est plus l'ombre de ce qu'elle a été. » Je n'ai pu faire moins que le remercier, convaincu comme tout un chacun qu'il n'y a pas de secret sur terre que les chauffeurs du Paseo Colón ignorent. J'ai pénétré dans un quartier pauvre qui n'avait rien à voir avec celui que j'avais connu autrefois. C'étaient les mêmes rues de sable chaud, larges, bordées de maisons en planches de bois brut, avec leurs portes ouvertes, leurs toits de palmes amères et leurs patios de terre caillouteuse. Mais les gens avaient perdu la quiétude. Le vendredi, dans la plupart des maisons, on faisait la nouba, et le tintamarre retentissait à tout rompre jusque dans les entrailles. Pour la somme de 50 centavos, chacun pouvait entrer là où la fête lui plaisait le plus, mais il pouvait tout aussi bien danser à l'œil au bord du trottoir. Je marchais en rasant les murs dans mes habits de jouvenceau, mais personne ne m'a prêté attention, sauf un mulâtre décharné qui somnolait assis devant la porte d'une maison. « Bonsoir, docteur » m'a-t-il lancé de tout son cœur. « Joyeuse baise !» Que pouvais-je faire sinon le remercier? J'ai dû m'arrêter 2 ou 3 fois pour reprendre mon souffle avant d'arriver en haut de la dernière côte.
De là, j'ai aperçu l'énorme lune cuivrée qui montait à l'horizon, et une urgence imprévue du ventre m'a fait craindre pour mon sort, mais elle a disparu. À l'extrémité de la rue, là où le quartier se transforme en un bois d'arbres fruitiers, je suis entré dans le magasin de Rosa Cabarca. On aurait dit quelqu'un d'autre. Elle avait été la maquerelle la plus discrète et de ce fait la plus connue. Une grande et forte femme que nous voulions sacrer capitaine des pompiers, tant pour sa corpulence que pour son efficacité à éteindre les flammes de la clientèle. Mais la solitude lui avait rabougri le corps, ratatiné la peau et effilé la voix avec tant d'ingéniosité qu'elle avait l'air d'une petite vieille. De jadis, il ne lui restait que des dents parfaites, dont une couronnée d'or par coquetterie. Elle portait encore le deuil de son mari, mort après 50 ans de vie commune, et l'accentuait avec une espèce de bonnet noir à cause du décès du fils unique qui l'assistait dans ses manigances. Seuls étaient vivants les yeux diaphanes et cruels, et ce sont eux qui m'ont fait comprendre qu'elle n'avait pas changé de caractère. La boutique avait un éclairage blafard au plafond, et il n'y avait presque rien à vendre dans les placards qui ne servaient même pas à dissimuler un commerce avoué que tout le monde connaissait et que personne ne reconnaissait. Quand je suis entré sur la pointe des pieds, Rosa Cabarca était occupée avec un client. J'ignore si elle ne m'a pas reconnu ou si elle a fait semblant de ne pas me reconnaître pour sauver les apparences. En attendant qu'elle termine ce qu'elle avait à faire, je me suis assis et j'ai essayé de reconstituer de mémoire ce qu'elle avait été. Elle m'avait plus d'une fois sauvé la mise quand nous étions tous les deux encore fringants. Sans doute a-t-elle lu dans mes pensées, parce qu'elle s'est tournée vers moi et m'a examiné avec une intensité alarmante. « Tu n'as pas changé », a-t-elle dit dans un soupir de tristesse. J'ai voulu lui retourner le compliment. « Toi si, mais en mieux. »« Je ne plaisante pas », a-t-elle ajouté. « Tu as même retrouvé ta tête de cheval mort. »« C'est peut-être parce que j'ai changé d'écurie, » ai-je répliqué, moqueur. Elle s'est enhardie. « Si je me souviens bien, tu avais une trique de forçat. Comment va-t-elle » J'ai pris la tangente. La seule différence depuis qu'on ne se voit plus, c'est que parfois j'ai le cul en feu. Son diagnostic a été immédiat. Manque d'usage. Je ne m'en sers que pour ce que Dieu l'a fait, ai-je dit. Mais c'était vrai qu'il me brûlait depuis un bout de temps, et toujours pendant la pleine lune. Rosa a fouillé dans son tiroir de mercière, puis débouché un petit pot de pommade verte qui sentait l'arnica. Dis à la petite de te l'enduire avec son doigt. Comme ça, m'a-t-elle montré en remuant l'index en un geste éloquent et osé. Je lui ai répliqué que, grâce à Dieu, je pouvais encore me défendre sans pommade de bonne femme. Elle s'est moquée de moi. « D'accord, maestro, pardonne-moi. » Et elle est entrée dans le vif du sujet. La petite est dans la chambre depuis 10 heures. Elle est belle, propre, bien élevée, mais morte de peur parce qu'une de ses amies qui s'est enfuie avec un docker de Gaïra s'est vidée de son sang en 2 heures. Mais bon, a ajouté Rosa, on sait bien que ceux de Gaïra ont la réputation de faire chanter les mules. Pauvre petite, a-t-elle poursuivi. En plus, elle travaille toute la journée à coudre des boutons dans un atelier. Je ne trouvais pas que ce fût un métier très dur. Les hommes croient ça, a-t-elle répliqué. Mais c'est pire que de casser des cailloux. Elle m'a avoué qu'elle avait administré à la petite une boisson au bromure et à la valériane, et qu'à présent elle dormait. J'ai craint que la pitié ne soit une autre de ses manigances pour augmenter son prix. Mais non, m'a-t-elle juré. Ma parole est d'or, et mes règlements sont stricts. Chaque chose payée à part en monnaie sonnante et à l'avance. Sitôt dit, sitôt fait. Je l'ai suivie dans le patio, attendrie par sa peau flétrie et la peine qu'elle avait à marcher à cause de ses jambes gonflées dans les bas de coton grossier. Au milieu du ciel, la lune était en son plein et le monde semblait englouti dans une eau verte. Près de la boutique, il y avait un abri recouvert de palmes avec de nombreux tabourets en cuir et des hamacs accrochés au montant. Dans l'arrière-cour, à la lisière du bois d'arbres fruitiers, une galerie menait à 6 chambres en pisé nu dont les fenêtres étaient tendues de grosses toiles à cause des moustiques. Une lumière douce éclairait la seule qui était occupée, et Tonia la Negra chantait à la radio une chanson d'amour qui finit mal. Rosa Cabarca a respiré un grand coup. « Le boléro, c'est la vie !» J'étais d'accord, mais jusqu'à présent je n'avais jamais osé l'écrire. Elle a poussé la porte, est entrée un instant, pour ressortir aussitôt. « Elle est toujours endormie, a-t-elle dit.
Tu ferais bien de la laisser se reposer tout son soûl. Ta nuit sera plus longue que la sienne. » J'étais troublé. « Et qu'est-ce que je dois faire ?»« À toi de voir, a-t-elle répondu avec un flegme hors de propos. Tu n'es pas vieux pour rien. » Elle a fait demi-tour et m'a laissé seul avec ma terreur. Il n'y avait pas d'échappatoire. Je suis entré dans la chambre, le cœur en tumulte, et j'ai vu la petite endormie, nue et désarmée sur l'énorme lit, tel que sa mère l'avait mise au monde. Elle reposait sur le côté, face à la porte, sous la lumière intense du plafonnier qui n'épargnait aucun détail. Je me suis assis au bord du lit pour la contempler, les 5 sens comme ensorcelés. Elle était brune et tiède. On l'avait soumise à une cure d'hygiène et de beauté qui n'avait rien négligé, pas même la toison naissante du pubis. On lui avait frisé les cheveux, et les ongles de ses pieds et de ses mains étaient recouverts d'un vernis incolore, mais sa peau couleur de mélasse avait un aspect rêche et abîmé. Les seins, à peine éclos, ressemblaient encore à ceux d'un petit garçon, mais on les sentait gorgés d'une énergie secrète sur le point d'éclater. Ses grands pieds, comme faits pour se déplacer à pas feutrés, avec des orteils longs et sensibles qui ressemblaient aux doigts d'une main, étaient ce qu'elle avait de plus beau. Elle était trempée d'une sueur phosphorescente malgré le ventilateur, et la chaleur devenait insupportable à mesure que la nuit avançait. Sous l'épaisse couche de poudre de riz et les 2 emplâtres de rouge sur les joues, avec les faux cils, les sourcils et les paupières comme passés au noir de fumée et les lèvres agrandies par un brillant couleur chocolat, il était impossible d'imaginer son visage tant il semblait peinturluré à grands coups de pinceau. Mais ni le maquillage ni l'épilage ne parvenaient à dissimuler sa personnalité. Le nez altier, les sourcils rapprochés, les lèvres ardentes. Un tendre taureau de combat, ai-je pensé. À 11 heures, j'ai procédé à mes ablutions de routine dans le cabinet de toilette, où ses vêtements de pauvresse étaient pliés sur une chaise avec une délicatesse de riche. Une robe d'étamine imprimée de papillons, une culotte jaune en calicot et des espadrilles. Posé sur les vêtements, il y avait un bracelet de pacotille et une petite chaîne très fine avec une médaille de la Sainte Vierge, et sur la tablette du lavabo, une pochette contenant un bâton de rouge, un étui à maquillage, une clé et quelques pièces de monnaie. Le tout si bon marché et gâté par l'usage que je ne pouvais me figurer plus pauvre qu'elle. Je me suis déshabillé, et j'ai accroché du mieux possible mes habits à la patère afin de ne pas froisser la soie de ma chemise et le lin de mon costume. J'ai uriné dans la cuvette des Water, assis, comme me l'avait appris Florina de Dios quand j'étais petit pour ne pas mouiller les bords, et, en toute modestie, d'un jet immédiat et continu de poulain sauvage. Avant de regagner la chambre, je me suis penché sur le miroir au-dessus du lavabo. Le cheval qui me regardait de l'autre côté n'était pas mort, mais lugubre, avec un menton à étage, des paupières bouffies, et sur le caillou quelques poils qui avaient été autrefois une crinière de musicien. « Merde, lui ai-je dit. Qu'est-ce que je vais faire si tu ne m'aimes pas ?» Ne voulant pas la réveiller, je me suis assis tout nu sur le lit, les yeux à présent habitués à l'imposture de la lumière rouge, et je l'ai examinée pouce par pouce. Du bout de l'index, j'ai parcouru sa nuque trempée de sueur. Tout en elle a frissonné comme un accord de harpe. Elle s'est tournée vers moi en grognant et m'a enveloppé de son souffle acide. Je lui ai pincé le nez entre le pouce et l'index. Elle a regimbé, a secoué la tête et m'a tourné le dos sans se réveiller. Obéissant à une tentation imprévue, du genou j'ai essayé de lui écarter les jambes. Elle a résisté aux 2 premières tentatives en serrant les cuisses. Je lui ai chanté à l'oreille « Un ange veille sur le lit où Delgadina s'est endormie ». Elle s'est détendue. Un courant chaud est monté dans mes veines, et mon lent animal à la retraite s'est éveillé de son long sommeil. « Delgadina, mon âme, l'ai-je supplié, anxieux. Delgadina. » Elle a poussé un gémissement lugubre, s'est échappée de mes cuisses, m'a tourné le dos et s'est recroquevillée comme un escargot dans sa coquille. La potion de valériane devait être aussi efficace sur elle que sur moi, car il ne nous est rien arrivé, ni à elle, ni à moi. Mais cela m'était égal. À quoi bon la réveiller, me suis-je demandé, humilié, triste et plus froid qu'une limace.
Les 12 coups de minuit ont sonné, net, inéluctable, annonçant le début du 29 août, jour du martyre de Saint Jean-Baptiste. Quelqu'un pleurait à grands cris dans la rue et personne ne s'en inquiétait. Au cas où il en aurait eu besoin, j'ai prié pour lui et pour moi aussi, en disant une action de grâce pour les bienfaits reçus. Que nul ne s'abuse, non, en pensant que doit durer ce qu'il espère bien plus que ce qu'il a vu. La petite a gémi dans son sommeil et j'ai prié aussi pour elle, puisque tout devra passer de même manière. Puis j'ai éteint la radio et la lumière pour dormir. Je me suis réveillé tôt sans savoir où j'étais. La petite dormait encore sur le côté en position fétale. J'ai eu la vague impression de l'avoir sentie se lever dans le noir et d'avoir entendu la chasse d'eau, mais j'aurais aussi bien pu l'avoir rêvé. C'était nouveau pour moi. J'ignorais les artifices de la séduction, car j'avais toujours choisi mes fiancés d'une nuit au hasard, plus pour leur prix que pour leur charme, et nous faisions l'amour sans amour, la plupart du temps à demi vêtus, et toujours dans le noir pour nous imaginer plus beaux que nous l'étions. Cette nuit-là, j'ai découvert le plaisir invraisemblable de contempler le corps d'une femme endormie sans l'urgence du désir ni les inconvénients de la pudeur. Je me suis levé à 5 heures, préoccupé par ma chronique dominicale qui devait être sur la table de la rédaction avant midi. J'ai fait mes besoins ponctuels en ressentant de nouveau les ardeurs de la pleine lune et, au moment de tirer la chasse, j'ai senti que l'amertume du passé s'en allait à l'égout. Quand je suis entré dans la chambre, dispos et habillé, la petite dormait sur le dos dans la lumière conciliatrice de l'aube, en travers du lit, les bras en croix et en pleine possession de sa virginité. « Que Dieu te la préserve », ai-je murmuré. J'ai laissé sur l'oreiller tout l'argent qui me restait, le sien et le mien, et je lui ai dit adieu pour toujours en posant un baiser sur son front. La maison, comme tout bordel à l'aube, était ce qui ressemblait le plus au paradis. Je suis sorti par le portail du jardin pour ne croiser personne. Sous le soleil torride de la rue, j'ai commencé à sentir le poids de mes 90 ans et à compter minute par minute les minutes des nuits qui me restaient avant de mourir.